Je viens de signer et de dater ce container qui est derrière moi. Est-ce que j'en ai fait une œuvre d'art? Les artistes que nous abordons aujourd'hui touchent le problème de l'art moderne à partir de deux démarches. La première, je viens de l'évoquer, s'inspire évidemment de Marcel Duchamp. C'est-à-dire que, bien sûr, si moi je signe un container, je n'en fais pas une œuvre d'art, mais si Picasso ou Marcel Duchamp lui-même l'avait fait, si cette œuvre était apportée dans le contexte d'un musée d'art moderne, si la critique se mettait à la louer comme une œuvre extraordinairement esthétique et que les historiens d'art se pencheraient sur le sens profond de cette œuvre d'art, disant qu'elle manifeste en somme un aspect de notre vie contemporaine qui est marqué par le transport, par les transports internationaux, est-ce qu'on en ferait véritablement une œuvre d'art? Vous voyez, en somme, c'est le problème que posait Duchamp de la frontière entre l'art et le non-art qui serait posé par ce simple geste que je viens de faire. Ça, c'est la première démarche. La seconde démarche est bien différente. On pourrait dire qu'elle part d'une problématique qu'on pourrait qualifier de plus américaine, une problématique de vérité. Nous l'avons déjà rencontrée à propos de l'expressionnisme abstrait. C'est-à-dire, ça revient à poser la question, qu'est-ce qui fait l'essence d'une œuvre d'art? Dans le cas des expressionnistes abstraits, c'est qu'est-ce qui fait l'essence de la peinture? Et vous vous souvenez, en fin de la réponse, c'est une surface plane qui s'affirme comme telle. Mais à propos de la sculpture, qu'est-ce qui ferait l'essence d'une sculpture? À quoi on peut réduire en somme un objet pour en faire finalement une sculpture? Est-ce que c'est à sa forme, à son volume? Les artistes de la tendance art minimal répondent, c'est sa nature d'objet. Mais alors, on revient au même problème que nous posions à propos de Duchamp, à savoir, qu'est-ce qui fait la différence finalement entre un container ici et un cube ou un rectangle, un parallélépipède qui serait situé dans un musée et qu'on déclarerait œuvre d'art? Alors, c'est des artistes que nous abordons aujourd'hui, qu'on rattache à la tendance d'art minimal, qui ont posé ces problèmes de frontières entre art et non-art et ces problèmes d'essence de l'œuvre d'art. Alors, nous venons de le voir, c'est Duchamp, c'est Marcel Duchamp qui avait entrevu la façon de renouveler, en somme, l'art, de créer continuellement une nouvelle avant-garde, était de chercher dans ce que chaque génération considère comme le non-art. Et les pop artistes que nous voyons la dernière fois avaient très bien compris ce message puisqu'ils étaient allés justement dans tout ce que Rauschenberg appelait enfin l'intervalle entre l'art et la vie, entre toutes, en somme, ces manifestations de notre société de consommation pour renouveler l'art. Les artistes que nous abordons aujourd'hui vont être aussi convaincus de la même chose, enfin de la même démarche. Vous allez voir, enfin, ceux que je vais vous présenter, des gens comme Dan Flavin, comme Carl André, Donald Judd, Frank Stella ou Sol Lewitt, tous aussi partent avec cette idée que pour renouveler l'art, il faut aller vers des zones encore moins explorées, faut aller, en somme, essayer de dépasser ces frontières du non-art. Et effectivement, les œuvres de ces nouveaux peintres et sculpteurs ont, on pourrait dire, une forte saveur non artistique. Hein. Vous allez voir, par exemple, Flavin va travailler avec des tubes fluorescents. Enfin, donc, ça ne paraît pas être des matériaux très, très convenables pour faire des peintures en particulier. On est habitué à de la pâte, etc. Là, on a l'impression qu'il va aller chercher sa source d'inspiration à la quincaillerie, d'autant plus que ces tubes fluorescents qu'il utilise ne sont pas faits sur mesure. Enfin, il prend vraiment ceux qu'on trouve dans le commerce. Hein. Vous allez avoir Carl André qui va travailler avec des briques. Hein. Là encore, pas des briques spécialement faites pour lui, pas des briques vernissées ou avec des textures, etc. Simplement de la brique ordinaire qu'on utiliserait pour faire des murs, etc., qui va devenir son matériau de prédilection, avec d'autres, éventuellement, avec des pièces de bois mal équarries ou des choses comme ça. Vous allez avoir, disons, Sol Lewitt qui va travailler avec, j'allais dire, les modules les plus simples, avec les formes les plus dépouillées. Hein. Donald Judd qui va aller vers des matériaux peut-être encore plus rébarbatifs, comme la tôle galvanisée. Il n'y a rien de moins artistique qu'une tôle galvanisée. L'acier inoxydable. Hein. Également, il va utiliser des fois même carrément du contreplaqué. Vous savez, ces contreplaqués où on voit où il y avait des trous, où il y avait des nœuds dans le bois, on a enlevé la partie, puis on laisse, on a mis comme une façon pour le réparer. Alors vraiment, des matériaux, au fond, très rébarbatifs,
Le seul parmi ceux que je viens de nommer qui va encore travailler pendant un bout de temps, en tout cas au moins avec des toiles et des toiles montées sur des focades, c'est Frank Stella, mais même il ne le fera pas continuellement. Les œuvres les plus récentes de Stella n'ont plus recours à ce procédé, pour ainsi dire, traditionnel. Donc, chez chacun d'entre eux, vous avez cette idée, enfin qui, je vous dis, au fond, finalement, vient de Duchamp, qu'il faut renouveler l'art en explorant, en somme, ces zones non artistiques, en fait, ces zones encore non touchées. Une des conséquences de cette approche-là va les amener à abandonner la peinture. Parce que si vous voulez renouveler l'art et que vous allez dans un sens comme ça de forme de plus en plus dépouillée, si vous finissez même avec la toile blanche que vous accrochez au mur, vous avez encore trop de connotations, je dirais, artistiques, même avec cet objet qui serait réduit à sa plus simple expression, qui d'ailleurs, en passant, pourrait être le ready-made ultime. Hein. Vous prenez la toile blanche et vous l'accrochez sur le mur. Hein. Alors, comme il y a encore, même à ce niveau-là, des connotations artistiques, enfin, reçues par une avant-garde, alors on finit par même vouloir dépasser ça. Et la façon de dépasser, c'est d'aller vers l'objet. Ça aussi, Duchamp l'avait pressenti. Presque tous les ready-made de Duchamp, finalement, sont des objets tridimensionnels, sont des choses qui occupent un espace, un volume. La roue de bicyclette sur son tabouret ou la couverture de Underwood. En fait, tous ces objets, finalement, ont 3 dimensions, si vous voulez. Ils sont dans l'espace. Hein. Alors là aussi, chez nos peintres minimalistes ou chez les sculpteurs minimalistes, vous allez voir aussi cette tendance de passer de la peinture, chez certains d'entre eux, carrément vers la sculpture. En particulier chez Stella, au fur et à mesure où ça avance, on a l'impression qu'il envahit de plus en plus l'espace. Il va utiliser ce système qu'on appelle les shape canvas, c'est-à-dire des toiles montées, mais sur des focades tellement épais que la toile se détache du mur et a l'air véritablement d'un objet. Hein. Vous allez avoir aussi chez Judd le même type de démarche. Judd va commencer comme un peintre et peu à peu va s'en aller vers des objets de plus en plus tridimensionnels. Hein. Tant qu'à Sol Lewitt et à Carl André, ils ont été des sculpteurs. Alors, eux n'ont pas eu, disons, ont eu moins de difficultés à faire ce passage-là de la peinture à la sculpture, si on veut, puisqu'ils étaient déjà des sculpteurs. Mais paradoxalement, d'ailleurs, tous les deux vont faire, j'allais dire, presque la démarche inverse, puisqu'ils vont très souvent utiliser des surfaces pour s'exprimer. Hein? Alors, comme si eux, partant de la sculpture, allaient vers un médium qui est plus proche de la peinture. Hein? Quand je dis que cette tendance-là finit par dépasser la problématique de la peinture, aboutir à l'objet, aboutir à la sculpture, à ce qui est le domaine, disons, traditionnel de la sculpture, il ne faudrait pas penser, évidemment, qu'ils vont s'en tenir à une conception traditionnelle de la sculpture. Ils vont vouloir aussi, un peu de la même façon que les peintres l'avaient voulu pendant toute la tradition moderniste, définir ce qu'est la peinture et pour aboutir justement à cette idée d'une surface peinte, d'une surface colorée qui est comme le signe minimal, en fait, dans cette perspective-là. Ils vont vouloir aussi poser les questions du même ordre à propos de la sculpture. Qu'est-ce qui fait qu'un objet est une sculpture? Hein, c'est pour ça que d'ailleurs j'avais voulu commencer cette émission par quelques scènes prises dans le port de Montréal où on voit justement des boîtes ou des containers, en fait des objets qui sont à la limite comme ça d'être un objet tridimensionnel, mais qui là, évidemment, ont une fonction, une utilité. Hein. Alors, cette question-là va les amener d'ailleurs à préciser la réponse dans le sens de, j'allais presque dire, de l'objet-ité. Ce qui fait finalement la sculpture, ce qui la rend différente de toutes les autres, c'est sa nature de choses gratuites, de choses qui n'ont pas de fonction autre que d'être une sculpture. Et alors, ça va les amener en particulier à faire cette distinction importante entre ce que les critiques américains, en particulier Michael Fried, appellent la distinction entre forme et shape. Hein? C'est-à-dire, ils vont travailler non pas avec des formes, non pas en ajoutant en somme à tout le vocabulaire des formes de la tradition, d'autres formes nouvelles, parce que finalement, les formes qu'ils utilisent ne sont pas très nouvelles. Et c'est des formes géométriques, c'est des formes qu'on a déjà vues finalement chez les peintres abstraits européens. Mais l'approche qu'ils vont faire de ces formes-là, justement, c'est de s'intéresser davantage au fait que c'est une shape, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que c'est simplement la présentation d'un objet, si vous voulez, ou d'une chose qui se trouve avoir 3 dimensions et qui est située dans un espace, souvent d'ailleurs un espace homologué par la culture, puisque c'est l'espace du musée, l'espace de la galerie d'art. Hein.
Alors, donc, je vais procéder comme on l'a toujours fait au cours de cette série. On va voir quelques-uns de ces artistes, les uns après les autres, évoquer un peu le type de problème qu'ils ont rencontré. Et on va commencer par Frank Stella. Stella a intitulé son tableau avec une phrase allemande, Die Fahne hoch, qui veut dire quelque chose comme « en haut les bannières ». Hein. Et je pense qu'il a voulu faire allusion à un tableau qu'on a déjà vu au cours de ces émissions, qui était de Jasper John, ces fameux flags, hein, le fameux drapeau américain que Jasper John avait peint et dont on a parlé la dernière fois à propos du pop art. Hein. Et pour Stella, justement, le tableau de John était vu comme un tableau qu'il qualifiait de relationnel. Hein. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est-à-dire que c'est un tableau dans lequel les éléments sont mis en relation avec le tout. Hein. Le tout étant la surface picturale et alors les bandes du drapeau américain, le carré dans lequel se trouvent les étoiles, tout ça est choisi en fonction d'une relation entre, disons, des éléments et un tout, et il y a une espèce de rapport entre les deux. Et Stella explique qu'il voulait justement dépasser cette façon de procéder. Il voulait arriver à une peinture non relationnelle, mettre en question, en somme, les acquis de ses prédécesseurs. Il s'en est expliqué dans un texte que nous écoutons maintenant. Il fallait que je fasse quelque chose avec la peinture relationnelle, c'est-à-dire avec cette idée d'équilibrer les parties d'un tableau les unes contre les autres. La solution évidente à ce problème était la symétrie. Faire la même chose partout. Autrement dit, si vous ne partez pas d'un drapeau existant, déjà, vous avez à créer votre propre drapeau. Et dans Die Fahne hoch, ce que Stella a fait, c'est qu'il a séparé la surface picturale par les deux médianes, hein, d'abord, et ensuite, alors, dans chaque cadran ainsi disposé, il a multiplié, en somme, des lignes horizontales, parallèles, qui nous font prendre conscience, en somme, de la surface sur laquelle il peint et qui ne joue plus, finalement, à partir d'une relation un peu subtile, en fait, comme on avait, même dans un schéma aussi simplifié que celui de Jasper John faisant ses drapeaux américains. Hein. Vous allez retrouver ça dans toute une série de ces peintures noires faites par Stella et qui ont été d'ailleurs un peu sa première exposition importante là, quand on a découvert sa nouvelle méthode. On retrouve toujours cette façon de traiter la surface, c'est-à-dire elle est séparée en cadrans symétriques. Hein. Les bandes elles-mêmes, d'ailleurs, qui sont toutes parallèles et qui se trouvent à un peu animer cette surface, sont peintes avec une matière, en fait, d'une espèce de peinture à aluminium, mais comme c'est posé sur une toile non préparée, on pourrait dire que la peinture s'imbibe dans la toile et les traces blanches que vous voyez là ne sont pas peintes. C'est simplement la toile qu'on voit à travers un peu la chose. Donc, ça donne une bidimensionnalité très, très forte à la toile. Un peu d'ailleurs l'intuition qu'on avait trouvée chez Pollock. Vous vous souvenez que je vous avais dit justement Pollock travaillait sur des toiles non préparées aussi, dans lesquelles la peinture s'imbibait. Alors c'est un peu la même idée, c'est qu'on utilise en somme la planéité, si on peut dire, en fait le caractère plane de la toile comme un élément pour souligner encore plus ce côté surface de la peinture. Hein. Alors là, évidemment, si vous commencez dans une ligne comme ça, c'est comme si vous vous donniez une marge de manœuvre tellement étroite qu'on fait vite le tour, enfin, des façons de diviser une surface en quatre et de suggérer comme ça des motifs symétriques. Hein. Et alors, on voit une des façons de sortir de cette espèce de prison dans laquelle Stella s'était enfermée dès le départ, c'était de travailler davantage sur la surface elle-même sur laquelle on peint. Et alors, on voit arriver chez Stella des tableaux dans lesquels on part, évidemment, à première vue avec une surface, encore là avec une médiane, mais où il a où il a fait intervenir des espèces d'encoches hein, sur la surface. Autrement dit, physiquement, le tableau n'est pas strictement rectangulaire. Il est fait comme celui que vous voyez là, comme un peu vaguement une forme de T, si on peut dire. Hein. Et là, ces encoches vont déterminer ensuite quelles sont les formes des lignes parallèles qui vont apparaître sur le tableau. Alors là aussi, on est constamment renvoyé ensemble à partir des formes qui sont peintes sur le tableau à la forme elle-même. Puis là, je suis toujours tenté d'utiliser les mots anglais « form and shape » là, pour dire ça. C'est-à-dire que les formes tracées sur le tableau font allusion à la notion de « shape »
enfin, de l'ensemble de l'objet qui représentait ça. C'est difficile à traduire. Enfin, on voit la nuance qu'on veut dire. C'est-à-dire, il y a à la fois son caractère de structure d'objet, puis en plus, bien, il y a des lignes dessus qui, bien sûr, ont une forme et qui rappellent cette structure de l'objet. Hein, comme si il y a toujours cette espèce de dialogue entre la façon dont le tableau est taillé, j'allais dire, et aussi ce qu'on met dessus. Hein. Dès que vous avez cette clé-là, vous allez voir, disons, Stella faire de plus en plus de variations à l'intérieur de ce système-là. Alors, les quelques œuvres que je vous présente maintenant, vous allez voir, sont toujours bâties sur ce principe-là. C'est-à-dire, vous partez, par exemple, ici avec une forme un peu de deux triangles côte à côte. Alors, chaque triangle a évidemment sa médiane, ça donne la suite des lignes parallèles. Et là, en plus, bon, on fait intervenir un élément coloré, par exemple, enfin, le vert et l'ocre qui s'opposent comme ça sur la même surface. Hein. Dans le suivant, vous avez la même forme totale de départ, sauf qu'on joue maintenant avec deux chevrons qui sont aussi en couleur plus contrastée. Une chose qui est difficile à voir sur les reproductions, c'est souvent l'épaisseur de ces tableaux-là, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un peu, de plus en plus, un caractère d'objet. Ils se détachent du mur, si on veut. C'est des toiles montées sur des faux cadres qui sont très importants, et alors qui donnent beaucoup de présence à l'objet. Dans celle-ci, alors finalement, d'une certaine façon, Stella retrouve le format traditionnel, enfin du rectangle, mais comme il l'occupe par des formes géométriques très, très simplifiées, on finit aussi par le voir comme un pur prétexte à montrer l'objet qui est là. Et d'ailleurs, avec le temps, on pourrait dire Stella va dépasser même ces types de propositions-là, il va aller vers, j'allais dire, presque la sculpture. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans Stella, qui a tellement travaillé sur les rapports entre centre et périphérie, d'une certaine façon, du tableau, son évolution l'amène à travailler sur le cadre, finalement, sur ce qui est tout autour du tableau. Bien là, ça devient presque l'objet essentiel de sa peinture. Hein. Alors donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu à propos de Frank Stella. Vous voyez cette évolution qui part d'un peintre, qui commence à faire intervenir en somme des encoches dans la surface, qui va vers des surfaces de plus en plus outrancières et qui aboutit vraiment dans la sculpture. C'est cette démarche dont je parlais au début. En fait, c'est comment dépasser la problématique de la peinture en allant vers l'objet, en allant vers la troisième dimension. Avec cette pièce de Carl André, nous avons plutôt maintenant une démarche de sculpteur. Alors, Carl André part évidemment avec une notion, j'allais dire, un peu plus traditionnelle de la sculpture. En fait, ça, c'est une pièce un peu plus ancienne de lui. Et on a vraiment un objet tridimensionnel, enfin, qui s'impose comme ça dans l'espace. Il avait fait d'ailleurs cette réflexion que les deux façons traditionnelles de faire des sculptures étaient de procéder soit par addition. Pensez par exemple au modelage. Hein, vous prenez un bloc de glaise et des petits morceaux de glaise, puis vous ajoutez ça peu à peu et vous finissez à les amalgamer, à faire oublier enfin justement leur origine pour faire une statuette ou un objet quelconque. Hein. Alors ça, c'est une des démarches traditionnelles de la sculpture. L'autre, c'était au contraire, j'allais dire, celle que même les grands sculpteurs du passé ont toujours employée, c'est-à-dire par soustraction. Hein. Il paraît que Michel-Ange aurait dit, enfin, on prête aux riches, évidemment, qu'une statue, c'est très facile à faire. Enfin, il suffit de la dégager du bloc de marbre dans lequel elle est. Hein. Autrement dit, par taille directe, on soustrait de la matière, puis on obtient finalement une forme, un objet. Hein. Et alors, comment vous évitez, comment vous sortez de ce dilemme de ces deux seules démarches pour arriver à faire de la sculpture? La réponse de Carl André, c'est de penser à l'assemblage. Hein. Bien sûr, un assemblage procède par addition aussi, sauf que dans l'assemblage, on ne fait pas oublier les étapes qui ont permis finalement la construction de la sculpture. On voit chacun des éléments, comment ils ont été ajoutés les uns aux autres pour arriver à la sculpture. D'ailleurs, dans le cas de Cedar Piece, Carl André a vraiment procédé par assemblage dans ce sens-ci, c'est que cette pièce-là est faite à tenon et mortaise et donc peut se démonter. Hein. Et effectivement, quand elle a été exposée, quand l'exposition est terminée, André démonte sa pièce, la met dans une camionnette, puis la porte à l'atelier ou il la porte à un autre lieu d'exposition. Hein. Alors vraiment, on a réfléchi à ce niveau-ci sur la nature même de la sculpture. Vous voyez, on essaie de situer une nouvelle façon de faire de la sculpture. Bon, mais malgré tout, vous allez me dire, on aboutit quand même à une forme un peu traditionnelle. Peut-être le seul aspect qui ne l'est pas ici, c'est l'absence, vous l'avez peut-être remarqué en pensant, de piédestal. Hein.
C'était habituel dans les musées, en fait, de présenter des sculptures sur des petits socles, comme pour les sacraliser, j'allais dire, comme pour les détacher du plancher et les montrer comme ça dans un espace convenable, dans un espace culturel. C'est pour ça que d'ailleurs la pièce qui suit est si interloquante d'une certaine façon de la part de Carl André, puisqu'elle est complètement au sol cette fois-là. Hein. Il s'agit d'une série de briques, alors sans aucun après, qui sont disposées l'une à côté de l'autre. Je pense qu'il y en a 137 dans cette œuvre, et qu'il a appelé lever, c'est-à-dire levier. Hein. Et alors, ces briques-là sont disposées en tenant compte, évidemment, de l'espace dans lequel ils sont situés. S'ils se trouvent dans une petite galerie, bien, il va en mettre moins. Et s'ils se trouvent dans un grand musée, bien, il peut en mettre plus aussi, éventuellement. Hein. Le nombre de briques ici n'est pas très, très important. D'autant plus qu'il n'y a aucun mortier, aucune forme de colle pour les coller ensemble. Là aussi, quand l'exposition est terminée, on pourrait dire que Carl André ramasse ses briques puis part avec, en fait, tout simplement. Enfin, il n'y a pas d'intervention plus poussée que ça. Hein. Et alors, cet envahissement d'un espace qu'on n'est pas habitué à regarder quand on regarde dans une galerie, enfin, vous rentrez dans un musée, tous les tableaux sont situés à hauteur de la vue. Comme je vous disais tout à l'heure, enfin, les sculptures sont montées sur des socles. Là, tout d'un coup, que vous ayez une pièce, parce que c'est plutôt le mot qu'ils emploient pour désigner leur chose plutôt que de statue ou de sculpture, mon Dieu, qu'on serait loin du compte. Et là, au contraire, on parle d'une pièce, donc, cette pièce qui est située à ras du sol, en fait, c'est comme si elle occupait un espace que spontanément, l'œil ne va pas chercher. Hein. Là-dessus, disons, Carl André s'est expliqué, c'est-à-dire qu'il a fait allusion à une œuvre du passé récent que je vous montre en même temps, tout en écoutant son texte. Je ne fais que mettre par terre plutôt qu'au ciel la colonne sans fin de Brancusi. Presque toutes les sculptures sont phalliques, dressant l'organe mâle en l'air. Dans ma pièce, Priape est au plancher. La seule position engagée est de courir par terre. Alors, Brancusi, évidemment, comme vous savez, c'est un des très grands sculpteurs contemporains, un sculpteur d'origine roumaine. Et cette colonne sans fin, c'est une œuvre absolument extraordinaire. Évidemment, il n'y a pas de colonne sans fin pour vrai, hein, c'est impossible à faire, mais elle suggère justement qu'elle pourrait s'étendre comme ça indéfiniment vers le ciel. C'est-à-dire, c'est un module, en fait, qui est répété comme ça continuellement et qui monte dans l'espace. Et là, quand, disons, Carl André dit qu'il a fait tomber, en somme, la colonne sans fin sur le sol et qu'il a voulu, au contraire, enfin, presque nier ce côté, ce qu'il appelle le côté phallique, en fait, de la sculpture ancienne, toujours, enfin, de vraiment de ramener à l'horizontalité, c'est qu'essentiellement, je pense aussi, c'est qu'il est en train de coloniser un espace de l'œil, c'est-à-dire un espace de la vision, qui ne l'est pas. Hein. Il est en train d'envahir un autre terrain qu'on n'a pas envahi. Hein. Avec la pièce qui s'appelle Equivalent, là, disons, André a joué sur des possibilités d'assemblage d'un certain nombre de briques que vous pouvez disposer différemment selon les contextes. D'où le titre, d'ailleurs, de Equivalent. C'est-à-dire que les mêmes briques qui sont là, enfin, pourraient être disposées dans une autre forme que celle qu'on voit à l'écran. Hein. Et effectivement, Equivalent est souvent comme ça présenté de façon différente ou en deux versions, côte à côte, pour montrer qu'avec les mêmes éléments, on peut faire des assemblages des fois très différents et très surprenants. Hein. Toujours aussi une pièce qui se passe au sol. Hein. Jamais j'oublierai l'impression que j'ai eue quand j'ai vu peut-être la pièce la plus élaborée, en fait, de Carl André. C'était au Guggenheim Museum. Vous savez, c'est ce musée à New York, en fait, qui est disposé comme ça, comme une espèce de colimaçon. Alors, vous montez en haut, et là, à l'intérieur, évidemment, vous avez une espèce de puits très profond, et en bas, sur le sol, il y avait cette pièce que Carl André avait disposée, et qui est faite, en fait, avec des plaques de métal. Hein. Et chaque plaque de métal est exactement conservée j'allais dire, comme il sort de l'usine. Enfin, il y a de l'aluminium, il y a du magnésium, il y a de l'acier. Il a pris comme ça un certain nombre de métal qui a disposé côte à côte, enfin, sur le sol. Et alors, ça a des reflets métalliques, ça a aussi une couleur, parce que parmi ces métaux, il y a du cuivre. Et alors, on voyait la pièce, enfin, comme vous la voyez maintenant à l'écran, du haut de cette rampe tournante en colimaçon, comme ça, du musée Guggenheim. Ça fait une pièce très, très impressionnante. Et évidemment, elle peut être vue au sol, mais elle pouvait être vue, là, vu les circonstances, ça fait de très loin comme ça. Avec Donald Judd, nous retrouvons une démarche de peintre.
toutes les œuvres de Donald Judd sont non titrées. Enfin, ils s'intitulent toutes de la même façon, sans titre, par volonté, évidemment, de ne donner aucune espèce d'interprétation à l'œuvre comme telle. Et effectivement, quand vous les voyez, on a l'impression vraiment qu'on touche ces limites du non-art dont je parle à plusieurs reprises au cours de ces leçons. Ici, l'œuvre est faite à partir, disons, d'un carré, tout simplement, qui est couvert d'une couche de cadmium rouge avec un peu de sable dedans, ce qui lui donne un minimum de texture, mais très uniforme. Et ce qui est peut-être l'élément le plus étrange de cette œuvre-là, c'est ces bouts de tôle galvanisés qui avancent dans l'espace du spectateur. Malgré tout, c'est un objet gratuit, on ne peut pas en faire quelque chose d'utile, si vous voulez, et donc il appartient à l'ordre de l'art par ce biais-là, mais vraiment, on a l'impression que là, on a réduit la peinture à sa plus simple expression, simplement une surface colorée et située dans l'espace, enfin, avec ces deux bouts de tôle galvanisés qui avancent vers le spectateur. À partir de cette intuition-là, alors Judd va travailler, j'allais dire, vers la sculpture. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans son œuvre, on voit apparaître de plus en plus des objets plus tridimensionnels. Il a travaillé en particulier dans l'œuvre suivante avec des modules. Hein, c'est-à-dire, c'est comme une série de parallélépipèdes, comme ça, qui se détachent du mur. C'est presque, j'allais dire, comme si on mettait le tableau perpendiculairement au mur et qui s'avance comme ça, alors carrément dans l'espace du spectateur. Et il a, chaque fois que cette œuvre est présentée, le nombre des éléments de l'œuvre dépend un peu du contexte dans lequel elle est présentée. Si le plafond est très élevé, il va avoir un élément de plus. S'il est plus bas, bien, il va en enlever un. Alors, donc, on modifie l'œuvre comme ça en fonction du décor dans lequel elle se trouve. Hein. Là aussi, cette façon d'aborder, en somme, l'œuvre dans son milieu est assez caractéristique de leur point de vue, c'est-à-dire il s'agit toujours de souligner le caractère d'objet et le caractère de chose, j'allais dire, de ces sculptures. Et alors, donc, ben, une chose, c'est déterminée un peu par le volume dans lequel vous la mettez. Alors, si le volume est plus grand, la chose prend plus d'espace, etc. Hein? Alors, donc, Judd va travailler sur ces notions-là. De temps en temps, il va changer les paramètres, c'est-à-dire on a certaines œuvres de Judd qui sont très minces et qui se détachent à peine du mur, mais qui sont extrêmement allongées. Hein? C'est presque, on pourrait dire, c'est comme le zip des tableaux de Newman, mais qui est réduit comme ça simplement à une ligne. Et parfois même, alors là, c'est peut-être des œuvres beaucoup plus difficiles à gober, enfin à accepter si on veut, c'est que ça a l'air réduit simplement à une série de boîtes mises côte à côte. Certaines d'entre elles sont faites parfois en métal. Elles ont 4 pieds de haut, disons un peu plus d'1 mètre de haut. Alors ça veut dire qu'elles sont presque trop hautes pour voir ce qu'il y aurait à l'intérieur. D'ailleurs, il n'y a rien à l'intérieur de toute façon. Et alors, une série de 8 boîtes comme ça disposées côte à côte. Judd qui a fait l'objet d'études assez poussées par les gens de notre Musée des Beaux-Arts du Canada, avait fait une installation pour la Galerie nationale du Canada à l'époque, qui est faite avec des boîtes que vous voyez à l'écran, et que ces boîtes sont faites tout simplement en contreplaqué, le plus ordinaire. Enfin, il n'y a même pas de recherche d'un matériau qui a un peu de noblesse, ne serait-ce que même que de l'acier inoxydable. Alors, l'œuvre de Judd est évidemment très austère. Hein, et je vous avouerai personnellement, enfin, que ce n'est pas une œuvre avec laquelle je me sens beaucoup d'affinité. J'ai au contraire un faible pour Dan Flavin, hein, qui va travailler lui aussi apparemment avec des moyens très dépouillés, mais il va travailler, comme je vous le disais au début, avec des tubes fluorescents, au moins donc avec cet élément de lumière. Sa première œuvre, qui annonce un peu le développement qui va suivre, est tout à fait dans l'esprit des œuvres minimales qu'on a vues jusqu'à présent. Il s'agit simplement d'une espèce de plaque de bois qui se détache un peu du fond, sur lequel on trouve une ampoule électrique. Alors là, c'est vraiment minimum. Il a appelé ça icône. Icône, évidemment, ça fait penser à une icône byzantine, à une icône, enfin, à ces tableaux sacrés qu'on avait dans le passé. Et aussi, on peut dire, en fait, cette forme carrée qu'il a choisie, c'est un peu la forme d'une icône aussi, et comme si on avait réduit l'icône simplement à être une pure surface. Hein. Par ailleurs, un peu à la manière de Jasper John aussi, en fait, ce qui est tridimensionnel, ce qui est cette petite ampoule électrique, est situé sur l'icône, au-dessus, et elle annonce en somme un peu ce thème-là, ce qui doit être
vu comme un objet, ben, sera en 3 dimensions. Et très vite, alors, Dan Flavin abandonne en fait ce côté très, très austère, puis commence à se tourner vers un autre moyen d'expression qui va être tout simplement de prendre des tubes, tubes fluorescents tels qu'on les trouve dans le commerce, et là, par leur disposition, par la façon dont on les met dans l'espace, créer une œuvre d'art. Et ce qu'il faut comprendre avec Dan Flavin, c'est que l'œuvre existe, j'allais dire, quand elle est allumée. Hein. Si vous l'éteignez, évidemment, le tube néon comme tel, lui, il n'y a aucune espèce de caractère esthétique. Par contre, si elle est située dans un espace sombre et qu'on ne voit que ça, vous allez voir, en fait, c'est assez surprenant ce qu'il arrive à faire avec des moyens aussi humbles, d'une certaine façon. Hein. Dans cette œuvre qui s'intitule Monument for V. Tatlin, c'est de Victor Tatlin. Tatlin, c'est un grand sculpteur russe, enfin, qui serait très typique du constructivisme russe, un peu à l'époque de Malevitch, si vous voulez. Et alors là, ce que vous voyez essentiellement, donc, c'est une série de tubes néons qui font cette forme en V, qui rappelle d'ailleurs vaguement un peu le fameux monument que Tatlin avait voulu faire, enfin, avec des spirales, etc. Tatlin, d'ailleurs, avait même insisté dans le temps, enfin, à l'époque de l'avant-garde russe, si vous voulez, de la nécessité pour les artistes de travailler avec des vrais matériaux. Ce à quoi il pensait, évidemment, c'était le fer, le verre, le béton, plutôt que ces matériaux d'artistes. Je ne sais pas s'il aurait suivi Flavin aussi dans son choix de tubes fluorescents, mais en tout cas, de toute façon, c'est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on part de matériaux qui existent déjà faits, tout faits, d'une certaine façon, comme des ready-made, et ensuite, on en fait une organisation. Hein. Alors, dans une autre œuvre, Flavin présente, là aussi, tient compte de l'espace sur lequel ces tubes néons vont être placés. Alors, vous en avez un à gauche, 2 au centre et 3 à droite complètement. Ils ont la hauteur un peu de l'espèce de petit muret sur lequel ils sont placés. Et il a plus ou moins, disons, rendu hommage à Guillaume d'Occam dans cette œuvre-là. Vous savez qui est Guillaume d'Occam? C'est un philosophe médiéval, enfin, qui est très ancien, donc, et c'est lui qui est responsable de ce fameux principe du tiers exclu. Hein, ce qu'on veut dire par là, c'est que quand vous avez deux explications pour un phénomène, l'explication la meilleure, c'est celle qui est la plus simple, c'est celle qui, au fond, évite le plus de complications. Et alors, on parle du rasoir d'Occam, c'est-à-dire que Occam suggérait qu'on coupe, en fait, toute explication superflue pour s'en tenir à l'essentiel. Et il avait appliqué en particulier sa théorie dans le domaine du nominalisme, c'est-à-dire que tous les universaux, toutes les idées générales devaient être réduites simplement à être de purs mots ou de purs noms, si on veut, d'où le terme nominalisme. Hein. Alors, de la même manière, on pourrait dire Dan Flavin faisant hommage à Guillaume d'Occam, de la même manière, enfin, Flavin nous montrait une œuvre dont on a enlevé tout le superflu, en fait, qui ne consiste que qu'en une progression 1, 2, 3, comme ça, et qui se donne simplement comme une lumière. Hein. Il est arrivé à Dan Flavin aussi d'utiliser des néons en couleur, hein, c'est-à-dire qui donnent des couleurs. Ça aussi, ça se trouve dans le commerce. Il n'y a pas eu à les inventer tels quels, et de les disposer, alors encore là, en tenant compte des reflets lumineux, des combinaisons de couleurs qu'on peut obtenir de cette façon-là. Mais toujours le danger pour Flavin, c'était de tomber trop près dans le symbolisme, et il s'est expliqué là-dessus en disant qu'il fallait refuser justement cette tendance à la symbolisation. On symbolise de moins en moins. On se dirige de plus en plus bas vers le non-art, partageant un certain goût pour une décoration psychologiquement indifférente, pour un certain plaisir neutre de voir, connu de tous. Alors, vous avez compris comment cette œuvre fonctionne. Les deux tubes néons qu'on voit, on les voit comme de dos, si on veut. C'est-à-dire qu'ils éclairent le mur qui est derrière eux. Et de façon assez curieuse, cette forme de croix aussi dégage presque une étoile. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, c'est-à-dire un peu, au fond, la forme de l'étoile de David, le symbole juif par excellence. Alors, on a comme deux symboles, la croix et l'étoile de David, qui se détruisent l'un l'autre. Hein. Alors, quand Flavin va commencer à de plus en plus tenir compte, enfin, des jeux possibles dans les espaces où il situe ces tubes de néon, on arrive à des effets tout à fait étonnants. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un rôle propre à la lumière qui rend joyeux, d'une certaine façon, j'allais dire. Et visiter une exposition de Flavin, c'est toujours une expérience extraordinaire parce que vous rentrez avec vos soucis du jour
Et cette lumière colorée qui vous bombarde de tous les côtés finit par transformer complètement vos émotions et votre sentiment dominant. Il a en particulier fait une exposition célèbre là, au Jewish Museum à New York, où on se promenait comme ça de salle en salle. On était envahi par ces néons lumineux. Et vraiment, ça donne une impression extraordinaire. Hein. On dit d'ailleurs qu'on peut presque, j'allais dire, guérir des dépressions en faisant passer des gens à travers les œuvres d'Anne Flavin. Hein. C'est sûr que la lumière a ce rôle important comme ça sur la psychologie humaine. Hein. Alors, le développement de Flavin, encore, vous voyez en somme toujours, enfin, un peu ce passage de la peinture vers l'objet, vers la sculpture, ce qu'on a signalé à plusieurs reprises avec les artistes qu'on voit aujourd'hui, et en même temps, alors là, un moyen spécifique, en fait, qui finalement est beaucoup plus riche qu'on pourrait penser à première vue, enfin, ces tubes de fluorescents qui finissent par devenir, je dirais, l'équivalent, enfin, d'une palette de peintre. Hein. Sol LeWitt, qui sera le dernier de ces artistes minimalistes que nous verrons aujourd'hui, n'utilise peut-être pas des matériaux tout à fait extraordinaires. Il ne va pas chercher son inspiration dans des matériaux différents, comme par exemple le tube de fluorescent de Flavin, mais il travaille en fait avec, j'allais dire, des modules les plus simples, hein, par exemple avec le cube. Traditionnellement, d'ailleurs, le cube, comme la sphère, a toujours été considéré comme une espèce de forme parfaite. Et à partir de cette idée de cube, il enlève parfois un élément, ou à d'autres occasions, il va, disons, combiner plusieurs cubes ensemble pour faire une espèce d'objet, enfin tridimensionnel, qui envahit plus l'espace. Ou même parfois, il va travailler véritablement avec la notion de série. C'est-à-dire que vous prenez un cube et vous enlevez, par exemple, un côté, et ça vous donne donc un élément. Et ensuite, vous en enlevez deux côtés, ça vous donne un autre élément. Et comme ça, vous faites toutes les combinaisons possibles d'un cube de bois dont on enlève peu à peu tous les côtés et qu'on recombine autrement. D'ailleurs, sur les murs, en plus, LeWitt avait prévu encore plus de combinaisons et plus de variations, disons, à l'intérieur de ce même problème-là. Hein. Donc, on travaille là vraiment à l'intérieur d'une seule forme, qui est le cube, qui est vue comme la forme parfaite et qu'on démonte, enfin, sur laquelle on réfléchit. Hein. Autrement dit, là, vraiment, tout se passe au niveau de la forme. LeWitt est aussi célèbre pour ses fameux wall drawings, c'est-à-dire l'œuvre n'est plus un objet, cette fois-là, c'est comme une démarche qui va vers la peinture, si on veut, vers la bidimension. C'est directement sur le mur, il y a une grille qui est tracée, et là, on crée un algorithme. Par exemple, dans chaque carreau de la grille, on aura des demi-cercles, on aura des diagonales en pointillés ou en ligne complète, etc. D'ailleurs, certaines de ces œuvres de Sol LeWitt ont été faites en équipe, enfin, lui et ses étudiants. Et d'ailleurs, on pourrait imaginer que si justement c'est un algorithme qui est à la base de l'œuvre, on pourrait la faire sur ordinateur, et j'ai demandé à notre graphiste justement de nous faire un à la manière de Sol LeWitt. Alors, tous les artistes que nous venons de voir, finalement, posent essentiellement la même question. Enfin, quelle est la nature de l'objet d'art? Et quand ils passent à la sculpture, quelle est la nature essentielle, en somme, de la sculpture, son caractère d'objet? Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on arrive à une fin de tradition, c'est presque la fin du modernisme. On a même dit à l'époque, est-ce que ce n'est pas la fin de l'art aussi? Et est-ce que l'art devient une commodité dont on pourrait se passer? À quoi bon avoir des galeries? À quoi bon avoir des musées? Et au fond, j'allais dire aussi, à quoi bon avoir des historiens d'art? Mais comme chaque fois qu'on a prédit, enfin, la fin de l'art, puis Dieu sait s'il y a eu tout au cours du développement de l'art moderne des prophètes de malheur qui l'ont annoncé comme ça, qu'on allait trop loin, que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'art. Chaque fois, comme le phénix de la légende antique, il renaît de ses cendres. Hein. Et dans le cas qui nous préoccupe, enfin, dans cette fin de tradition moderniste, si on veut, le renouveau est venu peut-être de l'endroit où on l'attendait le moins, de l'art des femmes et, je dirais même plus, de l'art féministe, enfin, qui va se développer à ce moment-là. Je voudrais commencer d'ailleurs cette présentation par l'œuvre d'une artiste qui malheureusement est morte très jeune, qui était de grand talent, qui s'appelle Eva Hesse. Hein. Elle est morte à l'âge de 34 ans d'une tumeur de cerveau. Et ses œuvres, à première vue, paraissent un peu dans la ligne de ce qu'on vient de voir, sauf qu'elles ont un aspect plus troublant qu'il s'agit d'expliquer. Dans Hang Up,
qui se présente tout simplement comme un cadre, si on veut, avec un long fil de fer qui rejoint les deux côtés du cadre, enfin le sommet et le bas. Vous avez donc à première vue, enfin un peu cette idée qu'on aurait dans une œuvre minimaliste, d'une œuvre réduite à presque rien. Mais si vous la regardez de plus près, vous allez voir que le cadre est couvert de tissu, que ce tissu d'ailleurs a été peint à l'acrylique assez attentivement, de manière vraiment à créer une impression de volume. Et en plus, ce fil de fer a quelque chose d'un peu d'organique, un peu comme, j'allais dire, presque un stéthoscope, enfin, qui est placé comme ça pour ausculter, enfin, ce cadre. Hein. Et là, il intervient donc dans l'œuvre de type minimal des préoccupations plus émotives, plus émotionnelles, qui sont liées évidemment aussi au développement de la maladie de Eva S. et qui font entrer, enfin, d'un point de vue minimaliste, j'allais dire qu'ils sont presque un crime. Hein. Et parce que, évidemment, quand vous définissez l'art de façon très austère, très essentielle, ces éléments plus émotifs que vous faites rentrer dans l'œuvre d'art étaient complètement exclus. Pensez à ce qu'on vient de voir de Sol Lewitt. L'émotion n'était pas, disons, à son degré le plus fort. Hein. Et au fur et à mesure que l'œuvre de Eva S. se développe, ce côté-là s'affirme de plus en plus. Hein. Dans une œuvre faite à partir d'une plaque de plâtre, si on veut, auquel est suspendue toute une série de cordes et qu'elle a appelée Enehad. Enehad, d'ailleurs, ça vient du grec en Enéas, qui veut dire le chiffre 9, et donc qui peut correspondre au nombre de tiges, de cordes qu'on voit, là, qui sont suspendues et qui s'en vont dans tous les sens, et aussi aux héros de l'Antiquité classique, enfin, Énéas, enfin, Énée, si on veut, en français, et qui aussi était un grand voyageur. Alors, toutes ces cordes, un peu, correspondent un petit peu à ça. Alors là aussi, une œuvre qui se présente d'abord comme une espèce de rectangle, mais ensuite avec tout ce côté, si vous voulez, incontrôlé ou incontrôlable, ces cordes qui s'ajoutent, là, on commence à sortir, en somme, des cadres du minimalisme, des cadres trop rigides. Hein. Dans Contingent, qui est une autre œuvre faite, alors cette fois-ci avec du coton fromage qui a été trempé dans du caoutchouc et en plus avec de la fibre de verre. Là, on pourrait dire que, encore une fois, Eva S. se dégage beaucoup de cet climat de minimalisme. Hein. En plus, avec la lumière qui joue là-dedans, ça donne un caractère très chaud à l'œuvre, très envahissant, si on veut, ça envahit tout l'espace. Et en plus, l'œuvre n'est pas placée au mur, n'est pas non plus sur des socles, elle est suspendue au plafond et elle consiste comme ça en une série, en somme, de parallèles. Puis toujours avec des matériaux inattendus, des matériaux qui évoquent peut-être un peu comme là des bandages ou des choses en fait qui auraient rapport un peu avec sa souffrance, en fait, d'une certaine façon. Elle arrive d'ailleurs peu à peu à faire des œuvres, je dirais, qui sont presque insoutenables à regarder, tant qu'elles ont ce côté organique et ce côté presque anarchique, enfin. Comme dans la dernière œuvre là, que je vous présente, vous avez donc des cadres qui sont placés au mur, qui sont faits en métal, et de ça sortent ces cordes très anarchiques, enfin un peu presque comme j'allais dire, des molécules là, de DNA qui se développent là, indéfiniment. Et alors, elle finit par donc toucher un registre émotionnel très profond. Hein. Si Eva S. enfin, a travaillé encore dans les cadres d'une certaine forme minimale, l'œuvre que je vais vous présenter ensuite, au contraire, va tout à fait à l'opposé. Là, on pourrait dire même d'un art maximaliste. Il s'agit du fameux Dinner Party de Judy Chicago. Hein. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu quand ça a été présenté au Musée d'art contemporain ici à Montréal. De toute façon, c'est une œuvre qui a été présentée dans plusieurs musées et qui a toujours fait une sensation extraordinaire. Enfin, un public énorme est allé voir ça, des milliers de gens. Hein. Ça se présente comment? D'abord comme une immense table. Hein. Vous rentrez dans une salle et ce que vous voyez, c'est une immense table qui a, disons, en forme de triangle. Et chaque triangle a un peu la même... enfin, c'est un triangle équilatéral, je veux dire. Alors donc, les côtés sont égaux. Et là, sur cette table sont placées de vastes assiettes décorées. Il y en a 39 hein, qui sont là. Et chacune de ces assiettes est posée sur un apron qui est brodé. Hein. Et alors, au sol, au milieu, dans l'espace vide laissé par le triangle formé par la table, vous avez des tuiles luisantes sur lesquelles, en doré, ont été écrits le nom de 999 femmes importantes, enfin, dans l'histoire du monde, depuis les débuts mythologiques, j'allais dire, de l'humanité, jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Les 39 assiettes, d'ailleurs, sont consacrées chacune à une femme importante qui a été choisie selon des critères très, très précis, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui aurait fait une contribution importante dans sa société à son époque, ensuite qui aurait servi d'une façon particulière à la défense de la condition féminine, ça c'est le deuxième critère, et troisièmement, une femme qui pourrait servir d'exemple aux femmes d'aujourd'hui, enfin, auxquelles on pourrait s'identifier. Et en plus, alors tous les noms d'artistes femmes ou de femmes ayant fait des contributions sociales qui sont écrits au plancher. Alors vous comprenez que là, on est en train non seulement de faire une œuvre qui n'a plus rien à voir avec le minimalisme et avec, disons, peut-être l'émotion un peu discrète des VHS, mais on est en train de faire une œuvre carrément politique. Hein. On peut parler vraiment, je pense, d'une œuvre féministe dans ce sens-là. Hein. Que Judy Chicago ait choisi comme symbole dans chacune de ses assiettes, là, qui représente enfin les 39 femmes les plus importantes qu'elle a voulu représenter, un symbole qui est peut-être un peu, qu'on a souvent un peu reproché, qui est trop ouvertement sexuel. On peut douter enfin de l'efficacité de ça, ou au contraire, le voir comme une façon, disons, d'accepter le corps féminin en fait tel qu'il est, etc. D'ailleurs, ce que Judy Chicago raconte, elle qui est une bonne juive, finalement, a dit que les personnes qui avaient le mieux compris son œuvre, c'était finalement des religieuses qui étaient venues, puis il dit « If we understand well, you want to make the feminine body holy. Hein? » Si on comprend bien, votre intention principale, c'est de rendre sacré, en somme, le corps féminin. Et alors, Judy Chicago a dit, c'est ces nonnes-là, enfin, finalement, qui avaient le mieux compris ce que j'ai voulu faire. Hein. Alors là, vous voyez, donc, on a affaire à une œuvre, donc, carrément politique. Non seulement l'œuvre a été faite, disons, avec ces intentions-là en tête, mais aussi c'est une œuvre collective. C'est-à-dire, Judy Chicago est vraiment le maître d'œuvre, la maîtresse d'œuvre, si je puis dire, de tout cet ensemble, mais elle a eu beaucoup de collaboratrices avec elle. Ça a pris 6 ans pour faire l'œuvre. Et ils ont été jusqu'à 400 personnes, enfin, à travailler à cette œuvre-là. Ils ont eu des problèmes aussi très importants de financement de l'œuvre. Judy Chicago a raconté qu'elle a mis elle-même jusqu'à 100 000 $ de son salaire sur 6 ans dans cette œuvre. Elle a fait des emprunts pour ça. Et elle a aussi réussi à solliciter à droite et à gauche, comme ça, des fonds qui ont été donnés, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, des fonds privés. Et maintenant, quand elle avait présenté d'un musée à l'autre, il y a des collectes qui se font. Cet argent-là est dirigé vers des organisations féministes. Alors là, on a une œuvre vraiment qui retourne dans le social, qui utilise du symbolisme, qui va chercher un registre d'émotion, qui est fait collectivement. Alors, on est bien loin du machisme de nos artistes minimalistes que nous voyons au début de l'émission. Hein. Restait une troisième voie à explorer. Vous savez, les artistes minimalistes que nous voyons au début ont tous été un peu tentés par les ressources de l'architecture. Hein. Tout d'abord, enfin, ça leur permettait, disons, ça leur donnait un modèle pour faire gros et simple un peu, enfin, comme un monument architectural. Beaucoup de leurs œuvres jouent sur cette idée d'échelle. Enfin, c'est des œuvres qui sont grandes, qui sont imposantes et qui ont aussi souvent la simplicité des formes architecturales, enfin, le cube, le parallélépipède, le rectangle, des formes de ce type-là. Vous aviez aussi éventuellement de l'architecture cette idée, enfin, qu'on pouvait utiliser comme une espèce d'arrière-plan un mur, dans le cas de Don Flavin, par exemple. Enfin, il y a besoin d'un support pour mettre ces fameux tubes de fluorescents. Et on pourrait imaginer aussi, évidemment, qu'il n'est pas possible d'avoir un Carl André sans un plancher. Alors là, l'architecture est vue comme un support, comme un élément comme ça qui sert d'arrière-plan. Mais jamais, au fond, ils se sont intéressés à l'architecture comme telle. Hein. Ils ne la voient que comme soit un modèle de forme spécialisée, ou ils le voient au contraire comme un support de leurs œuvres. Et on pourrait vraiment dire que les œuvres minimalistes, d'une certaine façon, boudent l'architecture et, au fond, nous font des œuvres qui sont déracinées, qui ne sont pas attachées à un lieu en particulier. On peut déplacer facilement un Carl André, le présenter dans n'importe quel contexte, à l'extérieur, à l'intérieur, sans que le sens de l'œuvre en soit beaucoup affecté. Alors, ce qui va arriver, au contraire, donc, dans ce troisième volet, si on veut, de l'art féministe, c'est un envahissement, ou en tout cas une prise en charge de l'architecture comme abri.
hein. Et ça, c'est une idée fortement originale parce que là, au fond, d'ailleurs, ça coïncide vraiment avec la fonction essentielle de la maison qui est d'être un abri avant d'être un support pour des œuvres d'art ou en être simplement une forme qui en suggère d'autres, hein. Prenez par exemple cette œuvre de Colette qui consiste simplement à recouvrir toute une chambre avec de la toile de parachute, à poser sur le sol du véritable gazon et de manière à transformer tout cet espace, j'allais dire, enfin, dans une espèce de caverne qui vous coupe justement de la façon habituelle de concevoir la vie de tous les jours. Vous rentrez là-dedans, c'est presque un espace sacré d'une certaine façon, hein. Dans l'œuvre de Alice Aycock, on va jouer sur un autre registre d'émotions. À première vue, on a l'impression simplement d'un bunker, hein, vous savez, ces abris qu'on faisait pendant la guerre pour mettre des canons et pour tirer comme ça sur les gens de loin. Et effectivement, si vous êtes curieux et vous voulez voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, il faut dans ce cas-ci vraiment se pencher, marcher sur ses coudes par terre. Et là, quand vous rentrez dans cette œuvre, enfin de cette pièce de Aycock, vous avez la surprise de retrouver à l'intérieur un trou assez profond, hein, un peu comme si elle jouait, vous savez, sur ce registre d'émotions qu'on pourrait avoir quand, par exemple, dans une maison abandonnée, vous ouvriez une porte et au lieu de trouver un escalier, vous trouvez un abîme, c'est-à-dire que l'escalier est brisé ou est tombé ou a disparu entre-temps, hein. D'ailleurs, Aycock a dit souvent ce qu'elle cherchait à faire, c'était des espaces dans lesquels on pourrait conquérir sa peur, hein. Elle a fait une œuvre qui consiste en une espèce si vous voulez, de cylindre de béton avec une petite échelle. Vous montez là-dedans, puis quand vous regardez au-dessus du parapet, vous avez un abîme très, très profond et un peu dangereux, en fait, d'une certaine façon, qui vous donne le vertige, hein. Alors là aussi, l'abri est pris en charge, mais évidemment, il est critiqué, si vous voulez, d'une certaine façon. C'est un abri qui est en même temps dangereux, qui se contredit un peu lui-même, hein. Avec les œuvres de Audrey Hemingway, je dirais qu'on a des interventions plus gentilles, enfin, puis peut-être plus touchantes aussi dans le paysage. Ça peut être simplement des tentes faites en fibre vert, alors un peu allant chercher, en somme, son inspiration chez les Indiens, qui aussi ont fait toute une architecture, en somme, mobile, qui ne fait pas beaucoup d'intervention dans le paysage, qui respecte l'écologie et qui, en plus, qui est transportable, qu'on peut enlever d'un endroit quand on a fini et transporter avec soi. Alors donc, en s'inspirant de ça un peu, Hemingway a fait aussi éventuellement une œuvre que j'aime beaucoup, moi, qui consiste tout simplement en une espèce de grande toile d'araignée faite avec des cordes et qui aussi joue sur ce thème de l'abri, mais là, disons, en ayant cherché ces modèles chez les insectes, hein. Et alors, ça les amène finalement, je pensais, à cette intuition essentielle que l'abri par excellence, si on voit même toute l'histoire de l'humanité, le premier abri des hommes, ça a été les fameuses cavernes, hein. Et Mary Beth Edelson a fait un projet qui consistait à aller, alors en Europe de l'Est, retrouver des cavernes anciennes qui sont réelles, qui existaient vraiment, et qui étaient d'ailleurs utilisées dans le passé par les peuples néolithiques pour des rituels et des choses comme ça. Il a essayé de les faire revivre, de refaire là-dedans une performance. Elle entrait dans la caverne nue et elle disposait au sol comme ça des chandelles, enfin, ou un éclairage quelconque, et elle refaisait une espèce de rituel comme ça qui, on pourrait imaginer, enfin, était un peu analogue à celui des très, très anciennes humanités qui ont passé là. Et là, d'ailleurs, en y pensant bien, la forme de la caverne est au fond une architecture tout à fait étonnante, puisque c'est une architecture sans extérieur, hein. La caverne n'a de sens que de l'intérieur. Et donc, c'est une architecture comme non monumentale, si on veut, en fait, qui nie l'aspect monument, l'aspect, disons, j'allais dire, le fameux cube là, de nos minimalistes. Avec Nancy Holt, on arrive vraiment à une œuvre tout à fait colossale, je dirais. Elle a intitulé ça Sun Tunnel. Elle avait d'abord, disons, réussi à acheter 40 acres de terrain dans l'État de Utah, hein, qui est tout à fait donc un État où il y a des grandes étendues désertiques. D'ailleurs, son œuvre est située dans le nord-ouest du Utah, vraiment un endroit désertique, hein. Et là, l'œuvre consistait en 4 tunnels, si on veut, placés en forme de X, comme ça. Et chacun des tunnels est énorme. Enfin, ça mesure 18 pieds de long, ça a 8 pieds de haut. D'ailleurs, sur la photo, vous voyez un petit personnage, là, comme ça, qui est situé presque à l'axe principal des 4 tunnels. Ça vous donne une idée de l'échelle. Et chacun de ces tuyaux, si on peut dire, enfin, pesait 22 tonnes, hein.
Alors donc, là, on travaille vraiment dans du monumental. Et pourquoi ça s'appelle Sun Tunnel? C'est que les tunnels sont orientés selon 2 points, si vous voulez, qui correspondraient à l'endroit où le soleil se lève ou se couche, dans la journée la plus courte de l'année ou dans la journée la plus longue de l'année. Alors, si bien que si vous visitez l'œuvre vers le 21 juin ou le 21 décembre, disons, ou à peu près dans ces dates-là, peut-être 5 ou 6 jours avant, 5 ou 6 jours après, vous allez voir le soleil se lever exactement dans l'axe de l'ouverture du tunnel dans un sens, puis ensuite, après un certain temps, exactement dans l'autre sens. Hein? Alors, c'est pour ça qu'elle a appelé son œuvre Sun Tunnel, c'est-à-dire qu'elle est vraiment orientée de cette façon-là. Quand vous êtes beaucoup plus près de l'œuvre, alors là, ce qui est étonnant de voir, c'est comment la couleur, j'allais dire, du béton qui est là, pourtant ce n'est qu'un tuyau de béton, change avec le temps, enfin, selon les orientations du soleil. Le matin, vous pouvez avoir ces couleurs un peu bleutées. L'après-midi, au contraire, ça va devenir très jaune, très orangé. Et le soir, enfin, vous avez aussi une lumière très, très chaude qui apparaît, enfin, dans ce tunnel-là. Il change de couleur selon les moments du jour et de la soirée. Et d'ailleurs, même, il paraît qu'à l'intérieur, vous avez une différence de 18 à 20 degrés, enfin, de température par rapport à l'ambiance qui est désertique, alors qui est très, très chaude. Alors, ça, on est bien à l'intérieur du tunnel. Quand on entre à l'intérieur du tunnel, d'ailleurs, on voit qu'il y a des trous qui ont été faits à l'intérieur et qui projettent des zones de lumière, en fait, qui ressemblent un peu à des constellations. Et ça a été fait exprès par Nancy Holt de disposer ces lumières de cette façon-là. Avec Nancy Holt, d'ailleurs, on anticipe presque sur la prochaine émission, puisqu'elle était la femme de Robert Smithson, qui va être l'artiste principal que nous allons voir avec la prochaine et dernière émission de cette série.